Bonjour, je vous présente une architecture qui permet de protéger la vie privée des utilisateurs dans un monde numérique. Par définition, la vie privée est souvent définie comme ayant la capacité de protéger les informations sensibles, concernant les informations d'identité des utilisateurs. Pourquoi la vie privée est si importante? Au quotidien, appliquant contrôle de nos informations personnelles, produisent des pouvoirs sur nous. Les informations personnelles peuvent être utilisées pour faire mal à notre réputation dans la vie quotidienne. On considère quelques scénarios simples. On imagine un client qui entre dans un magasin pour acheter de l'alcool. Le caissier lui demande de révéler son âge pour voir s'il a plus de 18 ans et puis d'autoriser à acheter de l'alcool. S'il présente sa pièce d'identité, il va perdre toutes les informations, même des infos qui ne sont pas nécessairement révélées ou imposées, comme le nom de prénom, l'adresse domicile, etc. Un autre scénario, c'est qu'aux universités, il y a toujours des services centraux d'orientation étudiante. Si un étudiant qui a des problèmes dans la relation avec d'autres étudiants, il a des problèmes de santé, des problèmes de schizophrénie, il peut y aller voir avec des experts pour demander des conseils. D'un point, il veut rester en anonymat, bien sûr, il ne veut pas révéler ses problèmes aux autres. D'autre part, il doit montrer qu'il est étudiant à l'université pour être autorisé à bénéficier de ces services. En gros, un deuxième moment, c'est dans la vie quotidienne, parfois on doit donner des retours, des feedbacks sur quelques services différents. Par exemple, à l'université, après un semestre, par exemple, il doit donner des retours, des évaluations des professeurs, des enseignants ou de l'enseignement. Mais pour qu'il puisse autoriser à faire ça, il doit montrer qu'il a activement participé au cours. Et puis, il va toujours rester en anonyme. Dans le cas où il fait des retours très négatifs aux professeurs. Et dans le troisième moment, c'est dans la vie où parfois on participe aux activités sociales ou politiques, comme les systèmes de vote, etc. Pour l'élection présidentielle, par exemple, le citoyen doit montrer qu'il a plus de 18 ans, il a une nationalité française pour être autorisé à voter. Et dans quelques jours aussi sur live, on a une sélection de CE. Donc ce canal pourra démontrer une architecture qui permet de protéger la vie privée des salariés au live. Pour concevoir une architecture, on considère quelques exigences de vie privée et de sécurité. La première chose, c'est cette architecture-là doit permettre de révéler au minimum les informations personnelles et anonymement en cas nécessaire. La traçabilité, l'architecture ne permet pas aucune autorité de tracer les activités des utilisateurs en ligne. Il y a des caractéristiques optionnelles comme expression, par exemple, si, par exemple, je voudrais louer une voiture, je dois montrer que j'ai un permis de conduire, j'ai plus de 25 ans, mais je ne peux pas révéler mon nom, mon prénom, etc. Mais dans le cas où la voiture tombe en panne, mon identité doit être révélée pour que je dois rembourser le frais de réparation. Et l'évocation, bien sûr, dans le cas où des utilisateurs sont exclus du système, notre identité doit être révoquée. Comment on peut protéger la vie privée? On considère deux infrastructures. Une qui est très innovante, l'autre c'est traditionnel. La blockchain, comme vous le savez, la blockchain émerge comme une technologie révolutionnaire qui permet de faire beaucoup de choses. mais malgré les avantages en termes de décentralisation, de gouvernance, de sécurité, la blockchain a plusieurs problèmes avec la régulation. Donc, dans le but de déployer rapidement et pratiquement une architecture, on met cette architecture.
Et pour la PKI c'est une architecture traditionnelle qui est également déployée chez Cerro, mais on réalise que la PKI est conçue pour la confidentialité, authentification, la signature, etc., mais pas la vie privée. On revient sur le principe de la PKI, par exemple, un utilisateur il demande un certificat personnel avec plusieurs attributs comme nom, âge, nationalité et l'étude. Donc, on revient sur l'exemple d'achat de l'iPhone. Si il veut montrer qu'il a plus de 18 ans, il doit montrer le certificat complet pour que le caissier puisse vérifier la validité du certificat. Donc, pour la vie privée, cette architecture est morte. Donc, quelqu'un peut proposer une solution que l'utilisateur peut demander des différents certificats pour chaque attribut. Par exemple, il demande un certificat pour son nom, un autre certificat pour son âge, et puis, s'il veut accéder aux deux services différents, l'un pour acheter un code, l'autre pour louer une voiture, il envoie un certificat aux deux services. Normalement, cette solution fonctionne bien, mais parce que le caissier d'Apple, il ne connaît pas d'autres informations des utilisateurs. Mais dans le cas où les deux services et l'autorité de certificat, ils entrent en collision. Toutes les activités des utilisateurs sont tracées. Le CA, l'autorité des certificats, il connaît parce qu'il connaît quelle signature il a pour quel utilisateur. Donc il peut tracer toutes les activités en ligne des utilisateurs. Vous savez que aujourd'hui, il y aurait des problèmes de vie privée dans les systèmes d'authentification publique qui sont aussi implémentés sur Live. L'utilisateur peut utiliser son identité Facebook pour accéder à plusieurs services différents, par exemple le bon point, etc. Mais dans ce cas-là, Facebook il va tracer toutes les activités des utilisateurs. Il connaît où est-ce que l'utilisateur a visité, à quelle heure, à quelle date, etc. Non, on s'arrête pas là. Pour vos infos, dans le futur très proche, les banques peuvent jouer le rôle d'un police d'identité. Si on n'arrive pas à protéger la vie privée des utilisateurs, ça va poser beaucoup de problèmes de financiers. Imaginez qu'un client qui utilise son identité fournie par la banque pour accéder à une plateforme d'offre d'emploi comme ABEC, dans ce cas-là, la banque va penser que l'utilisateur a perdu ce boulot, donc ça va négativement affecter sur la décision de la banque dans le cas où ce client-là il veut demander un prêt. Donc on va attention à une nouvelle architecture. Cette architecture est composée de 5 composants différents. Au milieu, c'est l'utilisateur avec ses attributs. En haut à droite, c'est l'autorité d'identité. À gauche, c'est les révocations et des services en ligne et inspecteurs. Alors, pour construire une telle architecture, on doit utiliser quelques algorithmes fondamentaux. Le premier, c'est The Long Knowledge Proof. Ce protocole permet à une partie de prouver qu'il connaît un secret, puis prouve à un théorème sans avoir besoin de révéler exactement c'est quoi le secret, c'est quoi la preuve, pour que vous puissiez mieux comprendre, considérer ce scénario. Il y a un institut de recherche qui propose un prix d'1 million d'euros si un chercheur arrive à trouver une preuve pour prouver N égale NP. Pour vos informations, N et NP, c'est les deux classes d'évaluation de la complexité des algorithmes. Donc, si on a deux chercheurs, Alice et Boff, Alice, Boff, il a trouvé la solution. Alors, Boff, il a trouvé la solution et Alice, il veut connaître aussi, Boff, il a trouvé cette solution-là. Boff, il a montré de façon non connaissance. Par exemple, il ne veut pas révéler exactement quelle est la preuve à Alice, mais il veut convaincre Alice qu'il a trouvé la solution. Pour génération d'identité d'utilisateur dans cette architecture, on n'utilise pas la signature normale qui est utilisée dans la PKI, on utilise une signature qui est un peu spéciale. À partir
cette signature permet de dériver des différentes signatures pour chaque attribut à partir d'une signature combinée sur un ensemble d'attributs. Par exemple, vous voyez la figure utilisateur une fois avec notre guide d'identité pour demander une seule signature pour tous les attributs. Et puis, ils peuvent dériver des signatures sur chaque attribut. Et les trois signatures sont toujours validées par notre guide d'identité. Oui, et en fait, s'il donne directement s'il donne directement le certificat avec la signature correspondant à le service, si les deux services entrent en collision, ils peuvent associer tous ces attributs-là à une seule personne. Plus l'utilisateur accéder au service en ligne, plus il est tracé. Heureusement, la signature de bloc, cette signature supporte le protocole de knowledge proof. Ça veut dire que l'utilisateur envoie ses attributs. Il prouve qu'il connaît la signature sans révéler exactement quelle est la signature. Donc il n'y a pas de signature dans les certificats, il n'y a que des attributs. Et lui, il doit montrer qu'il connaît la signature, mais il ne révèle pas la signature. Donc dans ce cas-là, les deux services ne peuvent bien révéler. Mais ça ne s'arrête pas là, on revient sur le scénario d'achat de l'icône. Le caissier veut vérifier si l'utilisateur a plus de 18 ans. Il ne veut pas connaître la date de naissance exacte. Donc on a besoin d'une autre façon de générer l'identité numérique. Donc on utilise une nouvelle signature qui s'appelle la signature aveugle. La signature aveugle, ça veut dire que le signataire, il ne connaît pas ce qu'il signe, mais il sait que le contenu est correct. Donc l'utilisateur, il a déjà obtenu une signature pour les trois attributs. Maintenant, il veut demander une signature sur une négation au lieu d'un attribut. Il veut demander la signature sur l'agrégation H au lieu de 18 ans. Il mettra son négation dans une boîte noire. Notre guide de certificat, il connaît bien. Il ne peut pas regarder les contenus dedans. Et puis, l'utilisateur, il utilise le protocole de knowledge proof pour prouver qu'il a déjà obtenu la signature pour sa date de naissance et va prouver que le contenu dans la boîte noire est correct. Et puis, notre guide d'identité, il va générer une signature pour la boîte noire. Après, Anis, à partir de cette signature-là, il va dériver la signature pour l'égation H de 18 ans. Et puis il envoie cet attribut avec la signature correspondant au caissier de l'Antone. Donc dans ce cas-là, vous voyez que ici la signature est en rouge. La signature est en violet, ça veut dire qu'en termes de représentation, les deux signatures ne sont pas reconnaissables. La dernière partie, c'est comment on peut révoquer un utilisateur tandis qu'il est anonyme. Pour faire ça, on utilise un autre algorithme qui s'appelle accumulateur dynamique. L'utilisateur lui demande son identité numérique et puis notre guide d'identité il va générer une signature comme d'habitude et ensuite il génère une autre information qui s'appelle la preuve de non-révocation. Pour que l'utilisateur il prouve que son certificat prouve que ses attributs ne sont pas révoqués, il va utiliser cette preuve de non-révocation avec l'accumulateur public. Il passe les deux valeurs en une fonction de vérification. Si la fonction retourne une valeur true, ça veut dire que l'utilisateur n'est pas encore révoqué. Si il y a un utilisateur qui est révoqué, cette personne est révoquée, l'autorité d'identité doit générer des mises à jour de révocation. Cette mise à jour de révocation est transférée à tous les utilisateurs dans le réseau. Mais il n'y a que des
utilisateurs qui ne sont pas encore révoqués réussissent à mettre à jour sa preuve de non-révocation. Pour l'utilisateur révoqué, il n'arrive pas à mettre à jour sa preuve de révocation. Donc, on revient sur le scénario d'Action Code. L'utilisateur, maintenant, pour montrer qu'il a, pour être autorisé à acheter le code, il a envoyé son âge, il prouve qu'il connaît la signature, révèle rapidement la signature, et puis il montre qu'il a une preuve de non-révocation pour montrer qu'il n'est pas encore révoqué. Voilà.